Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le briefing des marchés du lundi 14 mars 2022. Avant de débuter, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Et ce matin, rebond, en tout cas en Europe. En tout cas, on poursuit ce fameux rebond. On a un petit regain d'optimisme sur les négociations entre l'Ukraine et la Russie. Euh, pour autant, vendredi, on a clôturé la semaine dans le rouge, encore une fois, Wall Street, tiré vers le bas notamment par les valeurs de croissance et du secteur technologique, dans un contexte toujours plombé, je dirais, par le conflit en Ukraine, même si l'attention maintenant des investisseurs se tourne vers la réunion de la Réserve fédérale cette semaine, qui aura lieu donc mercredi. Donc là, gros catalyseur de la semaine, puisque la Fed devrait relever d'un quart de point ses taux des fonds fédéraux. En tout cas, sur le marché obligataire, maintenant, le taux des emprunts d'État américains à 2 ans est monté à un peu plus de 1,75% pour la première fois depuis 30 mois et la courbe des taux s'aplatit de plus en plus, ce qui signifie que les taux à court terme se rapprochent de ceux à long terme. Signe que le marché en fait se prépare tout simplement à un cycle de relèvement de taux par la Fed, mais d'un autre côté n'est pas convaincu par la vigueur de la croissance à long terme. Par conséquent, qui dit peu de croissance et une inflation élevée, on serait dans une phase de stagflation. Et ça, ce n'est vraiment pas bon pour l'environnement et la conjoncture économique. Donc, reste à savoir quels vont être les propos des Jérôme Powell cette semaine. Espérons qu'il réussira à insuffler, j'ai envie de dire, un bol d'air pour les marchés, surtout pour les indices américains, afin qu'on puisse reprendre un peu de hauteur. Auquel cas, s'il crée un peu plus de tension, eh bien, ça risque d'être compliqué pour les investisseurs sur cette semaine. Bon, ce matin, comme je vous le disais, on profite d'un regain d'optimisme sur les négociations entre la Russie et l'Ukraine, ainsi que la baisse des prix du pétrole. On a quand même perdu entre 20 et 30 dollars sur le Brent et le WTI. Néanmoins, on est quand même en hausse de plus de 40% depuis le début de l'année. Là, on a une nouvelle session de négociation justement entre la Russie et l'Ukraine qui devrait débuter en visioconférence. On constate que les deux camps ont évoqué des progrès ces derniers jours, malgré la poursuite de combats quand même dans plusieurs régions d'Ukraine. Donc, voyons voir si on a des avancées dans les pourparlers. Pareil, ça permettrait de nouveau en tout cas, de prolonger ce rebond et de rassurer un peu les investisseurs et les marchés qui sont quand même très nerveux depuis plusieurs semaines. Le VIX reste toujours élevé, on est quand même au-dessus de 30, ce qui montre quand même une certaine nervosité de la part des opérateurs. Maintenant, la semaine qui commence sera animée par les banquiers centraux. On a la réunion de la Fed, de la Banque d'Angleterre et de la Banque du Japon. Donc là, pareil, une semaine sous le signe des banquiers centraux. Pas de surprise, hein, comme je vous le disais, hein, la Fed, une première hausse de taux est justifiée hein, par le niveau historiquement élevé de l'inflation, un quart de point, une inflation actuellement à 7,9%, soit un plus haut depuis plus de 40 ans. Le consensus prévoit une hausse limitée à un quart de point euh, de l'objectif de taux des fonds fédéraux Fed Funds, mais les Fed Funds, certains en tout cas, tablent quand même sur 6 autres relèvements d'ici la fin de l'année. Malgré les craintes et les tensions sur le conflit sur la guerre en Ukraine, euh, on a quand même certains opérateurs qui estiment que la Fed va relever jusqu'à 6 fois les taux cette année, ce qui me semble quand même peu probable vu le contexte.
Néanmoins, enfin en tout cas, d'où l'importance de la conférence de Jérôme Powell qui devrait derrière donner quand même un peu plus de visibilité sur le calendrier à venir. Donc effectivement, à mon avis, les opérateurs attendent de voir si effectivement on va avoir des tours de vis agressifs tout au long de l'année. Pour ma part, je ne pense pas, très honnêtement. Ça ne ferait qu'aggraver la situation de mettre 4 voire 6 hausses de taux. Après, encore une fois, tout dépendra de l'évolution de l'inflation. Donc, on ne peut pas exclure une première hausse de taux de 25 points de base, une deuxième hausse de taux de 50 points de base. Et à partir de là, Jérôme Powell devra se laisser du temps. Pareil, concernant la réduction du bilan, bon, pour l'instant, on a des hypothèses, mais si les marchés finissent par perdre pied, je peux vous assurer qu'on n'aura pas de réduction du bilan, mais on aura un nouveau QE. Et donc, on aura de nouveau des rachats d'actifs de la part des banquiers centraux pour éviter le pire sur les marchés. Donc, très difficile, je dirais, pour l'instant, notamment pour les banquiers centraux, d'établir des calendriers précis avec plusieurs plans concernant leur bilan ou les hausses de taux à venir. En tout cas, je vois mal la Fed se montrer très agressive au vu du contexte économique qu'on a actuellement avec le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Enfin, en Europe, par contre, la Banque d'Angleterre, elle, devrait augmenter une nouvelle fois jeudi son taux directeur, déjà relevé d'un quart de point en décembre comme en février. Donc là, bon, pas de surprise en tout cas, mais la BOE, elle, se montre un peu plus agressive que la Banque Centrale Européenne qui ne souhaite toujours pas relever ses taux. Pareil, elle se laisse du temps, tout simplement, elle joue la montre et tout dépendra de l'environnement, encore une fois, et de la fin de l'environnement et de la fin des combats. Et si on trouve enfin une issue entre les combats qui durent entre la Russie et l'Ukraine, potentiellement, si ça ne s'aggrave, si on n'a pas trop de dégâts, j'ai envie de dire, en zone euro, une hausse de taux est toujours possible, effectivement, car on a quand même une inflation assez élevée en Europe. Par conséquent, même combat que la Fed, la BCE, tôt ou tard, devra agir pour juguler cette inflation galopante. Côté macro, ici, c'est l'indice Hang Seng, donc l'indice tech qui regroupe toutes les valeurs chinoises. Et ce qui est important de noter, c'est qu'on est quand même en chute libre. L'indice a perdu plus de 65% depuis son sommet en mars 2021 et on est vraiment en chute libre. Vous voyez qu'on a même effacé toute la hausse depuis le crack lié au Covid. On était quand même retombé vers les 4000 points, quasiment monté vers proche des 12 000 et évaporation totale de l'indice qui au cours de la semaine passée en tout cas a chuté encore à la Chine en tout cas plus de 10%. Donc en fait ces deux routes des valeurs technologiques s'expliquent tout simplement par les relations étroites de Pékin avec la Russie, ce qui augmente tout simplement les risques pour les entreprises du pays. Déjà mises à mal, pour rappel, par de nouveaux vents contraires réglementaires. Pour rappel, on avait le gouvernement chinois qui avait mis des nouvelles restrictions, notamment sur les sociétés liées aux jeux vidéo. Donc toutes les valeurs de croissance, en tout cas toutes les techs, avaient déjà été plombées par les nouvelles mesures de réglementation par le gouvernement chinois. Ensuite, le Nasdaq qui a quand même bien décroché, pénalisé par la hausse des taux et le resserrement monétaire, a une nouvelle fois fragilisé le Hang Seng. Et là, une nouvelle fois, on plonge à nouveau, étant donné que la Russie
tente d'échapper aux sanctions occidentales en mettant en place de nouveaux partenariats avec la Chine, notamment sur les moyens de paiement, étant donné qu'on veut interdire l'accès à SWIFT. Donc forcément, la Russie rebondit et noue des partenariats et du business, en tout cas elle tente de faire un peu plus de business avec la Chine pour contrer un peu ces sanctions. Donc forcément, l'indice chinois, encore une fois, est de nouveau plombé. Les investisseurs fuyant les risques chinois dans un vent de panique, très clairement. Néanmoins, ça signifie des opportunités, très clairement. Je trouve qu'on est dans un excès baissier, un excès de pessimisme. Je ne dis pas que c'est le meilleur moment pour se positionner sur certaines valeurs chinoises, mais à mon avis, tôt ou tard, on aura un gros rattrapage. Quand l'horizon va s'éclaircir un peu, à mon avis, il y aura des achats à bon compte à effectuer sur certaines valeurs chinoises qui ont été survendues. Je pense à Tencent, je pense à Baidu, je pense à Alibaba, bref, les grosses valeurs chinoises qui tiraient l'indice, à mon avis, pour l'instant, c'est peut-être un peu tôt, je l'accorde. On ne passe pas d'un marché baissier à haussier. Généralement, on aura une phase de stabilisation. Mais lorsque les indices se seront un peu calmés dans leur chute, on aura une phase de stabilisation. À mon avis, on a des dossiers qui sont clairement survendus, sous-évalués, et je pense que dans une optique d'investissement à long terme, il peut être opportun de se positionner sur certaines valeurs chinoises pour jouer un rattrapage, en fait, tout simplement. Car là, en chute de 65%, ce n'est quand même pas rien. Si vous êtes un investisseur long terme, effectivement, ces marchés baissiers peuvent être une source d'opportunité pour effectuer un rattrapage sur des bons dossiers, mais qui sont juste actuellement dégommés par les investisseurs à cause des craintes géopolitiques. Ici, c'est un historique des chocs qu'on a pu avoir sur les marchés depuis 1980. Donc, pour le moment, on se trouve un peu à la croisée des chemins, mais le VIX n'a pas explosé pour autant. Vous voyez, on a connu un VIX aux alentours de 80 lors de la chute de Lehman Brothers et du coronavirus. Donc là, on était vraiment entré en bear market, crack derrière, financier. On avait perdu ici entre 40 et 50%, et ici quasiment entre 60 et 70% sur les indices. Donc vous voyez, quand le VIX quand même accélère et dépasse quand même le seuil, je dirais qu'on a un gros seuil au niveau des 40, et s'installe durablement au-dessus des 40, là effectivement, ça devient dangereux, et potentiellement une phase soit de récession, et soit en tout cas de crack sur les marchés financiers. Donc là, actuellement, on a un VIX qui est élevé, mais on se stabilise. Voilà, on n'a jamais dépassé les 40, on est aux alentours de 30. Actuellement, la volatilité du conflit russo-ukrainien sur les actions américaines est équivalente à celle de la guerre du Golfe dans les années 90. Effectivement, je vous avais déjà présenté des graphiques en vous disant que les tensions géopolitiques créent souvent de la nervosité sur les marchés, mais rarement on a eu des phases de bear market, en tout cas. La seule fois, c'était, pour rappel, je vous avais présenté le graphique, durant l'attaque de Pearl Harbor. Bon, en même temps, c'était durant une guerre mondiale, donc pas étonnant qu'on ait eu une phase de marché baissier derrière. Globalement, que ce soit la guerre en Irak, là je crois qu'on avait quand même perdu 20%, mais on n'était pas rentré en bear market derrière. Donc là on est un peu à la croisée des chemins. Les indices sont entrés légèrement, ont mis un orteil en bear market, que ce soit le CAC, le DAX. Derrière on a eu un énorme rebond. Pareil pour le S&P, mais
Bon, en tout cas, on n'est pas rentré dans une phase durable et je pense qu'il faudrait que le VIX explose un peu plus, comme c'était le cas avec le Covid ou avec les Lehman Brothers, pour s'installer derrière durablement dans une phase baissière à moyen long terme. Là, à mon avis, la moindre news sur l'avancée des pourparlers ferait retomber tout de suite le VIX et les marchés reprendraient derrière de la hauteur. Maintenant, voyons voir aussi ce que veut dire Jérôme Powell cette semaine, notamment pareil pour la Banque du Japon et pour la Banque d'Angleterre, des événements très attendus par les opérateurs pour espérer avoir un peu plus de visibilité et pourquoi pas reprendre un peu de hauteur derrière si le pire n'est pas certain comme d'habitude. Concernant les indices, alors, allons voir le CAC 40 qui retombe un peu. À mon avis, on a un beau range à travailler sur le CAC, une belle zone de vente toujours aux alentours des 6400 points, 6415. Là, je suis en données 4 heures, donc déjà, le piercing pattern n'a pas été validé vendredi. Je vous disais, bon, on a une belle bougie, ça pourrait être intéressant, on pourrait former un piercing pattern. On n'a pas réussi à clôturer dans plus de 50% du corps de la bougie précédente, donc effectivement, pas de piercing pattern, donc pas de chandelier de retournement. Donc ça, c'est un point quand même à noter à long terme. Maintenant, on a une très belle zone et à mon avis, on a un range dans lequel les prix vont évoluer cette semaine. On voit déjà, ça va être déjà la deuxième fois qu'on tente de vendre au-dessus, 6415, 6460. Donc pour moi, c'est un gros niveau. Et ça reste un niveau d'intervention si vous cherchez en tout cas à vendre l'indice. Une belle zone de polarité. Là, on est venu faire notre touchette sur borne haute de canal et notre Kijun qui est, vous voyez, qui s'est mise à plat. Donc, difficile. Le range, on pourrait avoir 6415, 6460. Voilà, pour moi, on a vraiment, je vais enlever, je vais plutôt faire tac. Voilà la zone chaude à passer. Voilà. Donc, au-dessus de cette zone, très clairement, il faudra, si on brise en clôture 6460, 6400, il ne faudra chercher que des achats et revendre les gros niveaux, mais se positionner derrière sur tous les replis. Pour moi, on a une énorme zone ici. Maintenant, données 4 heures, bon, vous voyez, on a ce micro-range qui est en train de se former. Voilà, j'ai le sentiment qu'on est dans un range. Donc j'aimerais bien de nouveau attendre le CAC 40 vers ce niveau pour tenter une vente et viser un retour sur la borne basse. Et travailler ce range toute la semaine sur signal vendre au plus près de la zone, proche de la MM 54 heures, sur signal horaire par 15 minutes, viser un milieu de range, 2 bas de range et continuer en fait à faire des achats et des ventes en haut, des achats en bas et attendre la cassure d'une des deux bornes. Là, l'oblique tient toujours quand même, donc ça c'est un bon point. On a toujours notre oblique qui est en place, elle n'a pas été cassée, les acheteurs gardent la main, on a quand même de belles réactions des vendeurs sur les zones, donc au moindre signal, pourquoi pas tenter des ventes. Et là, je vois que si on enfonce par exemple ce niveau, à mon avis, on ira très facilement chercher les 6170 points. D'où cette phase de range à prévoir. Par contre, en cas de cassure au-dessus de ce niveau, il faudra totalement arrêter de vendre et on s'inscrira toujours dans un rebond. Là, en données 15 minutes, bon, ça reste aussi des plus bas et des plus hauts de plus en plus hauts. Les vendeurs se manifestent sur les niveaux clés, effectivement. Donc, si on retourne et qu'on a de nouveau un chandelier, pourquoi pas. Si vous êtes déjà vendeur, eh bien, prenez un petit bénéfice ici. Si ça casse, direction
le bas du range. Voilà le plan sur le CAC 40, mais je verrai bien la poursuite de ce range toute la semaine, juste avant les banques centrales. Le DAX, ça reste quand même aussi assez haussier. On a une belle zone de résistance où effectivement ça peut être intéressant de tenter une vente. C'est juste ici. Donc pareil, d'un point de vue en données hebdomadaires, il ne manquait pas grand-chose, mais ce n'est pas validé. Voilà, je regardais, c'est dommage. Bon, vous voyez, on a clôturé juste en dessous. Il ne manquait pas grand-chose, donc à voir. Pour valider en tout cas le piercing pattern, autant sur le CAC on en était très loin, autant sur le DAX. Bon, la bougie est pas, et reste quand même intéressante et je trouve ça dommage de l'invalider parce qu'il manquait pas grand-chose. Là, je note quand même ce pattern, mais qui n'est pas validé à 100%. Maintenant, sur le DAX, on a une très belle zone ici. Vous voyez qu'on est quasiment venu la chercher. Donc là, ça peut être une belle zone de vente pour venir combler, fermer le gap. Voilà, 14 110, 14 170, pour moi c'est un très beau niveau. Si on peut y retourner pour tenter une vente et venir combler ce fameux gap. Là, bon, on bloque quand même sur la MM50. Je pense qu'on va venir fermer ce gap. Là, on est quand même bien parti. Je penserais qu'on serait monté un peu plus haut sur le DAX. Malheureusement, ça ne prend pas. Et l'idée, c'est de me dire que si ce gap n'est pas refermé dans la journée et que le marché parvient à remonter ici, au moindre signal de nouveau vendre pour viser au moins le comblement du gap. Je pense qu'on est bien, c'est bien parti pour aller le combler. Donc là, pour moi, il y a quand même 100 points à prendre sur le DAX. Pour vendre ici, je trouve que c'est pas terrible. Il faudra attendre qu'on remonte un peu si on a un rebond. Mais à mon avis, ce gap risque d'être comblé. Donc là, je serais intéressé pour de nouveau chercher des achats une fois qu'on aura comblé le gap sur le bas de la zone. Voilà, une autre zone, tester une fois, deux fois, on la casse. Si on revient ici sur le DAX, pourquoi pas de nouveau chercher des achats. Voilà, sur le plaquis jaune. Pour l'instant, rien à faire. Le mieux, comme je le disais, c'est de chercher des ventes en haut et des achats ici en bas, dans une optique de venir en fait combler ce gap sur la scène. Bon, le Dow Jones, il a du mal. Il a du mal à faire sa rotation complète. Bon, la bougie de la semaine dernière en tout cas, n'est pas non plus encourageante, j'ai envie de dire. On n'a pas eu une bougie comme c'était le cas sur le DAX ou le CAC avec potentiellement un piercing pattern, à savoir un chemin de retournement. Là, on est toujours en train de pullbacker cette borne haute de porte-voix. Maintenant, en données daily, bon, on est toujours dans ce scénario de range. Malheureusement, ça ne rebondit pas, en tout cas pas aussi haut que je l'espérais. Il faut continuer à travailler cette zone de support. Voilà, on a toujours ce range. Tant qu'on ne break pas les plus bas, on peut chercher des achats sur le Dow Jones. En cas de cassure, par contre, je chercherai uniquement des ventes. Voilà le plan, assez simple. Sous ce niveau, vendre. Pour l'instant, optique d'achat sur borne basse de range. Si on va regarder les futurs, ça tient. L'avalement, pour moi, est toujours vivant, en fait. On a toujours cet avalement ici.
Sur le Dow Jones, là, on avait ici cette étoile du matin. Pareil, elle n'est pas invalidée. Elle sera invalidée si on clôture sous ce niveau. Donc, en daily, j'ai des signaux haussiers quand même. J'ai toujours des signaux haussiers en daily. Malheureusement, on a du mal à reprendre suffisamment de hauteur pour effectuer une rotation complète. Bon. Affaire à suivre, mais je continue d'être acheteur, en tout cas en bas, toujours. Peut-être que certains ont été déjà acheteurs ici. Dans ce cas-là, mettez votre stop à break-even. Pour l'instant, on ne fait pas grand-chose, on fait du yo-yo. Pas de précipitation, attendez l'ouverture à 15h30. Si le marché peut retomber, il faudra de nouveau, au moindre signal haussier, chercher des achats pour viser de nouveau un milieu de range, 2 haut de range sur le Dow Jones. Continuer, à mon avis, je verrais bien avant les annonces des banques centrales, peut-être une grosse phase de range sur les indices jusqu'à mercredi, voire jeudi. Sauf si news sur les négociations entre l'Ukraine et la Russie, là effectivement, on va avoir un gros mouvement directionnel haussier. Mais pour l'instant, je verrais mal les indices prendre des initiatives, déclencher un flux juste avant la Fed, juste avant aussi, enfin juste avant les annonces des banques centrales cette semaine. L'euro-dollar retombe. On avait un très beau double creux 15 minutes à jouer ce matin. Peut-être que certains l'ont vu ici, magnifique double creux, vous voyez, tac à la cassure, objectif théorique atteint. Donc ça peut être des figures pertinentes à jouer en plus sur des niveaux de support. Donc là, on avait un joli double creux validé. Maintenant, dans une optique moyen-long terme, toujours, mon juge de paix, ça reste cette fameuse oblique, pour rappel. Bon, je vais supprimer. Voilà. Tant qu'on ne casse pas l'oblique, je ne passerai pas à vendeur sur l'euro. Voilà, effectivement, sous l'oblique, on pourrait aller plus bas, on pourrait même aller chercher les 1,05, 1,05, 1,06 très facilement. Mais pour l'heure, je n'ai pas envie d'être vendeur face à une telle oblique. Le marché a tenu, on a fait de la mèche, ça tient. Comme je vous le disais, je ne serais pas étonné que l'euro grimpe cette semaine après les annonces de la Fed. Vraiment faire l'inverse de ce qu'on attend. Tellement ça a été pricé, cette hausse de taux, on a même pricé 50 points de base à mon avis. Finalement, ce sera juste un quart de point, 25 points de base. Donc si l'euro reprend en tout cas, je ne serais vraiment pas étonné de voir l'euro reprendre de la hauteur cette semaine et de retaper les indices et les indices 75. En tout cas, pour l'instant, bon, on est sur un beau niveau, je trouve. Et on est dans le range. Là, on a le nuage qui s'est mis à plat. Pour moi, on a un range. Par conséquent, si on peut tomber un peu plus bas, proche de l'oblique, vers les 1,0, peut-être pas les 1,0850, mais au moins les 1,0870, chercher des achats. Voilà. Là, je trouve que c'est un peu tard. Mais pour moi, on a une belle zone par ici pour de nouveau chercher des achats sur l'euro et viser 1,10, 1,1075. Pareil, phase de trading range sur la paire toute la semaine. En tout cas, la mise à plat du nuage, un point bas, un point haut, phase de trading range sur cette paire dans l'attente du prochain catalyseur. L'USD Yen s'est envolé, le TP1 a été fait. Peut-être que certains ont réussi à prendre le trade. Effectivement, il avait eu lieu durant la nuit. Je vous disais qu'on avait quand même un beau triangle avec cette cassure Tenkan Kijun qui
qui annonçait en tout cas une poursuite de la hausse. Derrière, ça n'a pas manqué. L'objectif, le TP1, c'était l'oblique, et le TP2, les 118,50. Donc là, on est en pleine accélération haussière, mise à BE du stop loss, pour celles et ceux qui ont réussi à rentrer dessus. Prise de bénéfice, quand même, parce qu'on vient taper notre oblique. Important de se payer, on peut très bien faire une mèche et retomber. Donc, mise à BE du stop, prise de bénéfice, je dirais bien 75% des bénéfices, et garder un petit reliquat, 25%, pour aller chercher la prochaine zone, 118,49, 118,50. Là, on est quand même très éloigné de la Tenkan, donc d'où l'intérêt de prendre pas mal de bénéfices. Ce serait dommage qu'on retombe avant de repartir. En tout cas, le flux il reste quand même très impressionnant. Malheureusement, on n'a pas eu de pullback comme j'aurais aimé. Peut-être que certains ont quand même réussi à prendre le trade, même si le signal a été validé durant la nuit. En tout cas, en données 4 heures, c'est la même chose, très éloigné de la Tenkan, donc pensez à prendre des bénéfices. Si ça retombe, bah, au moins vous avez encaissé. Et l'idéal après, c'est de reporter l'objectif théorique. Donc l'objectif théorique, c'est aux alentours des 118,50. Voilà, donc il ne manque pas grand-chose. Si vous voulez garder un petit reliquat pour viser ce niveau, eh bien, faites-le. Et ici, ce sera la fin du trade, car on arrive derrière sur une grosse résistance. Voilà. Et juste ici, là, c'est une grosse zone de polarité. 118,75, 118,35. Par conséquent, je vois mal l'USD là breaker cette zone aussi facilement. Au contraire, on pourra, je pense, tenter un reverse, étant donné qu'on est très éloigné de notre Tenkan et de notre Kijun. Si on continue ici, tenter une vente, juste pour viser notre Tenkan et notre Kijun. Voilà. Donc pour l'instant, c'est haussier, pas de signal vendeur, garder un reliquat pour viser la zone haute. Si ça tient, tant mieux. Et derrière, on regardera pour vendre et viser un retour sur notre Kijun. Ou au moins notre Tenkan. Un repli de marché, en tout cas. L'AUD USD stoppé. Voilà. Bon, c'est pas passé. Ici, le stop loss a été touché. La bougie de vendredi était vraiment pas terrible et bloquée par la même 50 encore une fois. Voilà. Ça semblait évident, mais j'ai vraiment cru qu'on allait réussir à passer ce niveau, mais effectivement, pas de nuage et même 50, c'est pas passé. Derrière, ça retombe. Un cas d'école exactement comme ici. Fausse cassure de résistance, bloqué sur Kijun et MM50, boum, ça retombe. La bonne nuage et MM50, boum, ça retombe. Bref, out sur ce trade. Et je passe mon tour. Voilà. Je pense que finalement, on a sûrement un faux signal haussier et qu'on va peut-être repartir en direction de la bande basse du range, mais je reviendrai plus tard sur cette paire. Je vais pas forcer l'action. Le plan n'a pas fonctionné, on a une fausse cassure une fois, deuxième fois la hausse, la fausse cassure haussière, là de nouveau réintégration du range. Bon, je suis pas marché compliqué. Je suis pas convaincu de la dynamique de ce marché, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Je n'arrive pas vraiment à voir ce que veut nous dire le marché. Par conséquent, je passe mon tour, on prend le stop et je reviendrai plus tard. Sûrement après les annonces de la Fed, on aura un peu plus de visibilité derrière. Le GBP USD. Bon, le GBP USD m'intéresse dans le sens où j'ai une belle divergence qui est en train de se former en données 4 heures. Attendez. Eh ben non, elle n'est pas valide. On a cassé la ligne de 50, je n'avais pas eu. Dommage. Ouais.
On est passé au-dessus de 51, donc pas de divergence. Bon, en tout cas, ce que je note sur cette paire, c'est qu'on a un niveau de support intermédiaire. Je vais enlever. Là, on a un canal baissier, mais on arrive proche de la borne basse. Alors, en données hebdo, on a un petit niveau de support que je n'ai pas noté en hebdomadaire, mais juste ici. Si je bascule en données daily, on pourrait, là, pour le coup, valider une divergence. Mais voilà ce que je note. Bon, il y a la BOE jeudi. En tout cas, on a une belle zone de support, juste ici. Tac, et on est pile poil dessus. Donc là, on a un beau niveau de prix à travailler, couplé à la borne basse d'un canal, et derrière, début de divergence. Là, par contre, en données daily, voilà. Si on ne va pas plus bas, on a une toute petite divergence qui pourrait se mettre en place. Donc, affaire à suivre. Pour l'instant, c'est pas confirmé. Il faudra au moins un break horaire, 4 heures, pardon, ou derrière une belle bougie flux demain pour tenter un achat et viser enfin un rebond en direction des 1,3254. Donc là, c'est un peu mou. On se stabilise sur le niveau de support tout de même. J'attends de voir la bougie 4 heures. L'idéal, c'est de confirmer la divergence. En tout cas, si on se stabilise, pourquoi pas tenter un achat une fois que la divergence sera validée, ou si on a vraiment un puissant avalement 4 heures à 17 heures. Donc là, oui, ça deviendrait intéressant. On pourrait anticiper la divergence, placer un stop juste en dessous et viser, je pense, en TP1, 1,3150 et en TP2, 1,3270, 1,3250. Voilà le plan de la semaine sur cette paire. Si on a un beau chandelier 4 heures à la clôture, au moins ça. Sinon, attendre soit un chandelier le jour suivant, soit la confirmation de la petite divergence daily qui est en train de se former. Effectivement, on est très éloigné de notre Tenkan, donc ça peut être intéressant d'aller chercher notre Tenkan. Et plus, un petit peu plus, un 32,54, ce serait l'idéal. Voilà le plan sur cette paire. Le gold, bon, on retombe, on travaille la zone toujours des 1960. Bon, c'est une zone que j'ai de nouveau envie, enfin, qui est intéressante, je pense, pour tenter des achats. Il faudra maintenant chercher des signaux sur la zone. Celles et ceux qui étaient rentrés ici ou à la cassure, pour rappel, et qui ont gardé un reliquat en se disant, bon, peut-être que le métal jaune peut aller un peu plus haut. Le stop loss est là, hein. Là, c'est pas un plan qui a été mis en place. Là, c'est le stop loss général pour celles et ceux qui étaient rentrés soit à la cassure, soit sur la divergence ici, pour rappel, et qui avaient pris toute la hausse. Maintenant, stop loss par ici, ça me paraît pas mal. Et effectivement, cette zone est belle, dans le sens où on a notre oblique, une très belle oblique, couplée à une zone de polarité. Là, ça peut être intéressant. Malheureusement, je note pas de signal. Alors oui, on avait un beau signal horaire ici, effectivement. Peut-être que certains l'ont tenté avec un stop loss plus court. Mais vendredi, oui, on avait une belle bougie, bel avalement sur la zone. Là, pas suffisant, potentiellement un marteau. Mais c'est une zone à travailler. Bon, pour l'instant, c'est peut-être un peu tôt. Mais s'il y a un signal pour les traders, en cas de nouveau de signal haussier sur la zone, stop loss pareil, sous les plus bas, sous l'oblique, par ici. Voilà. Là, vous avez votre oblique horaire, vous payez stop loss sous l'oblique. Peut-être un peu plus haut. Même. Alors, je pense qu'on pourrait le mettre là facile.
par ici, vers les 1947. Juste ici, voilà, sous ce petit pic. Tac, tac. Voilà, 1949, stop loss 1946. Mais bon, il me faudra au moins un beau signal 4 heures ou horaire. Voilà, pour l'instant, on travaille la zone, j'ai pas le signal. Si vous voyez un beau signal 4 heures, eh bien, vous connaissez le plan, achat, stop loss sous l'oblique, TP1, bah, les 2000 $ de nouveau, puis TP2, on visera une nouvelle jambe de hausse en direction des plus hauts historiques. Voilà le plan sur le gold. Par contre, si cassure, bon, je pense qu'il faudra revenir plus tard. Voilà, si on a une grosse incursion, pas avant 1910. Et pour l'instant, ça reste haussier, oblique, zone de polarité. Ça tient, donc guettez un signal horaire ou 4 heures de retournement haussier. Le Brent. Alors, le Brent nous a fait réintégrer sa zone. Je vais l'attendre un peu plus bas, le Brent, aux alentours des 104. Je serais intéressé pour de nouveau me positionner à l'achat sur le Brent, mais un peu plus bas. Là, finalement, fausse cassure, gros doji, ça retombe. Effectivement, l'avalement, pour l'instant, fonctionne. Et là, pour moi, on n'est pas venu compléter complètement le gap. Donc, je suis intéressé vers les 105. Malheureusement, les niveaux de Fibo ne s'alignent pas parfaitement avec mes zones, mais étant donné qu'on avait un canal haussier, j'ai un niveau qui me plaît ici. Voilà, pour tenter un achat, pourquoi pas, et venir combler complètement le gap. Donc 104, c'est la zone qui m'intéresse sur le pétrole. Là, effectivement, je parlais de l'épaule, tête-épaule. Bon, je suis pas fan, j'aime pas trop aimer la fausse cassure, réintégration, fausse cassure, ça repart. Bon, je suis pas convaincu de cette figure au final. Voilà pourquoi je l'attends un peu plus bas le pétrole. Enfin, pas convaincu, je ne verrai pas le pétrole retourner à 90 tout de suite. Aller aussi bas, valider l'objectif théorique, ça reste très haussier. Mais surveillez plutôt les 104. Voilà, il y a de la vol en plus, donc on devrait facilement aller chercher. On a fait quoi? On a fait les 106. Viser les 104 pour de nouveau tenter un achat. Donc, là, c'est petit oblique ici. Bon. Je l'attends un peu plus bas quand même, toujours. Pour tenter un achat. Là, pour l'instant, de toute façon, on n'a pas de signal, c'est baissier. Donc, aucune raison d'être acheteur en l'absence de signal technique et tant qu'on n'est pas venu dans la zone. Le light, c'est exactement la même chose, ça retombe. Si on casse notre Kijun, notre Tenkan, c'est vrai que pareil, venir chercher les 96. Là, on est repassé sous la zone. Pareil, toujours intéressé pour des achats, toujours. Mais l'avalement a l'air de fonctionner. Pareil, bel avalement haussier, on casse la Kijun, on a pullback. Là, autant on est complètement venu combler le gap et pas sur le WT et pas sur le Brent. Voilà pourquoi je m'attends à un rattrapage sur le Brent et à mon avis, on va venir combler totalement le gap. Pourquoi pas retomber par ici? Bon, pareil, je suis pas, comment dire,
Je reste haussier, mais j'ai pas envie d'intervenir sur ces niveaux. Voilà. Pareil, si on peut tomber un peu plus bas, je serais intéressé vers 97. 97 et on donnait hebdomadaire. Ouais, ce serait le plat qui joue. L'idéal, ce serait de retourner sur le plat qui joue pour tenter de nouveau des achats. Mais pas avant. Là, on est sous zone. Sous zone, sous Kijun. Non. Honnêtement, j'ai pas de gros niveau intermédiaire. Par conséquent, si le pétrole peut retomber, revenir sur ce niveau-là, entre 95 et 97 pour tenter des achats. Mais pas avant. Bon, le BTC, il se passe toujours rien. On a un vote au Parlement européen qui a lieu aujourd'hui sur la loi MiCA, qui fait un peu débat en ce moment au sein de la communauté, puisque il était potentiellement évoqué que l'Europe censure les crypto-monnaies tournant sous la preuve de travail, donc proof of work, à savoir Ethereum et Bitcoin. Bon, apparemment, j'arrive pas à savoir si c'est toujours dans le texte de loi, en tout cas, ou si ça a été retiré, cette notion-là. Mais ça va agiter un peu l'écosystème et la planète crypto, puisque on voulait une nouvelle fois réglementer les cryptos, mais sans réellement comprendre la technologie qu'il y avait derrière, en bloquant, en interdisant les cryptos tournant sous proof of work, jugés en tout cas trop énergivores. Bon, voyons voir ce que ça va donner cet après-midi. Il me semble que la loi MiCA est votée, en tout cas au Parlement cet après-midi, donc on pourrait avoir derrière quelques mouvements intéressants sur les crypto-monnaies. Pour l'instant, il se passe toujours rien. C'est dramatique cette baisse des volumes même. Et il n'y a rien à faire. Malheureusement, depuis le 24 février, il n'y a plus rien sur le BTC. Donc s'il y a un retour des volumes, pourquoi pas. Là, j'ai le sentiment qu'on est dans un biseau. Finalement, là, cette oblique a l'air d'être pertinente. Vous voyez, j'ai quand même plusieurs points de contact en coupant les longues mèches ici. On pourrait avoir un biseau. Bon, en tout cas, je reste prudent. Je ne sais pas ce que ça va donner, ce vote de loi MiCA, comme je vous le disais. Il faut s'attendre à tout. Donc, pas de plan de trading avant demain. On verra. Si on a une grosse bougie flux et un retour des volumes, bon, bah là, ça peut être très intéressant. Mais pour l'heure, c'est dramatique. Il n'y a pas de volume, aucune force acheteuse, pas de flux. Aucun intérêt de chercher des achats ici. Là, vraiment, travailler les zones, à la limite, payer sur les zones, mais j'aimerais quand même que les volumes redémarrent un peu, parce que là, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu des volumes, qu'on n'avait pas eu aussi peu de volume, en tout cas. Sur la semaine, la bougie n'est pas concluante non plus. On va pas se mentir, hein, on n'a rien fait. Ça fait 3 semaines qu'il ne se passe rien. Autant les marchés sont agités, les marchés traditionnels, beaucoup de vols, autant sur les cryptos, encéphalogramme plat. En données hebdomadaires, là, open égale close presque. On a quelques petits mouvements, mais toujours rien. Donc là, j'attends très clairement un retour des volumes. Sinon, dans l'idée, c'est toujours d'intervenir sur mes zones. Voilà. Tant qu'on n'atteint pas mes zones, ma zone basse, ma zone haute en cassure, ou une bougie flux, aucun intérêt d'aller sur les crypto-monnaies. Aller là où il y a de l'action, aller là où il y a du flux, aller là où il y a de la volatilité. Actuellement, aucun de ces 3 critères n'est rempli. Il ne se passe rien, on surveille les zones. Voilà. Si ça tape une zone, on intervient dessus. Si on n'a pas de zone, on patiente.
Mais effectivement, pour l'instant, je suis pas assez neutre. Voilà, assez neutre, on se stabilise. Effectivement, on est dans une grosse phase de stabilisation, mais il n'y a pas de joli mouvement à prendre, autant sur les indices, sur le forex, sur les matières premières. Il y a du flux, c'est directionnel. Là, pour faire le yo-yo, très clairement, passez votre tour, soit attendez les zones. Bon, l'Ethereum, c'est à peu près la même chose, de toute façon. La bougie de la semaine, il n'y a rien à dire sur cette bougie finalement. Un doji, peu de volume, très peu de volume, peu de flux, peu d'amplitude, pas de vol. Maintenant, on est sur zone, mais pareil, ce repli des volumes est quand même assez impressionnant sur les crypto-monnaies. Donc, on est sur une zone, mais ça donne rien du tout, cette zone, pour l'instant, ça ne veut pas partir. J'essaie de voir si on n'a pas un triangle, comme je le disais, mais je ne suis pas convaincu à 100%. Bon, attendons de voir cet après-midi ou demain si ça permet de générer, comme je le disais, le projet de loi MICA. Si je ne dis pas de bêtises, il me semble que c'est aujourd'hui qu'il est censé être voté. Bon, voyons voir si derrière on a une réaction du marché, s'il y a du flux, s'il y a des opportunités, en fait, tout simplement. Car là, pour l'instant, je note vraiment aucune opportunité. Il ne se passe vraiment rien depuis maintenant 2 semaines, et à part répéter les mêmes choses, j'ai rien d'autre à dire malheureusement sur ce marché qui reste certes fort intéressant, mais malheureusement qui ne donne pas vraiment de signe de vie. Donc le plan, c'est toujours le même, les zones clés qu'on attend, des signaux de retournement, une cassure d'oblique, comme toujours. Mais pour l'instant, à part à argumenter sur ces niveaux-là, il n'y a pas d'action, malheureusement. Donc revenons plus tard. En tout cas, on reste quand même, on les met sous surveillance, ces actifs, mais c'est pas ici qu'on a de l'action depuis 2 semaines, donc il ne faut pas hésiter à changer d'actif pour profiter de cette volatilité. Eh bien écoutez, sur ce briefing des marchés touche à sa fin. Comme d'habitude, je vous souhaite une excellente journée, de très bons trades et je vous dis à demain pour un nouveau point complet sur la planète finance.